Je suis très heureux de vous présenter cette exposition intitulée « Napoléon et l'Europe » qui se déroule au Musée de l'Armée et qui est l'adaptation d'une exposition qui a eu lieu d'abord à Bonn, en Allemagne, et qui essaye de présenter les résultats de l'action de Napoléon en Europe. Et Napoléon en Europe, qu'est-ce que c'est tout d'abord? Napoléon, c'est au fond le changement. Le changement, d'une certaine manière, impulsé par la Révolution. Et ce que nous essayons de montrer en deux temps dans l'exposition, c'est d'une part l'ambition européenne de Napoléon, comment il a changé, suivant quel mode d'action. Napoléon, il change les lois, Napoléon, il change les frontières, et en changeant les lois, les frontières, il change la manière d'administrer, il change la manière d'avoir des relations avec la religion, il change des manières, au fond, il change la manière dont on entretient des relations entre les peuples à l'intérieur de l'Europe. Et on voit comment tout ceci se met en acte, se réalise. Et puis après, il y a une deuxième séquence dans l'exposition qui s'appelle « Face à Napoléon », l'Europe face à Napoléon. Et au fond, par rapport à l'offre que propose Napoléon, les pays européens, ils réagissent, ils trient, ils sélectionnent, ils prennent certaines choses, ils en rejettent d'autres. Et il y a tout de suite des résistances en Calabre, il y a des résistances au Tyrol, il y a des résistances évidemment en Espagne. Et on voit comment Napoléon, par le biais de ces résistances, est obligé parfois de modifier ce qu'il veut faire ou ne parvient pas à réaliser ce qu'il veut. Et on voit aussi comment, pour lutter contre l'ennemi britannique, contre l'Angleterre qui ne veut pas lui céder la domination sur le continent, la prépondérance sur le continent, eh bien il est obligé de se lancer par exemple dans le blocus continental qui le contraint à envahir la Russie, et là, à la fin en fait de son système de prépondérance, parce que à la suite de son échec en Russie, presque toute l'Europe se coalise contre lui, et lui, qui était le principe du changement, finit par être changé en 1814-1815. Une armure équestre, c'est l'armure de François Ier, que Napoléon a ramené du château d'Ambras et qui aujourd'hui encore est au musée de l'Armée. Alors, j'allais vous dire, il y a évidemment des dates clés. Le passage à l'Empire en 1804, il y a la victoire d'Austerlitz, il y a également, j'allais dire, des œuvres clés. Et parmi les choses spectaculaires de cette exposition, il y a par exemple toute une séquence consacrée au code civil qui ont été institués par Napoléon dans tous les territoires, dans tous les pays qui sont directement ou indirectement sous sa domination. Autrement dit, vous avez le code civil adapté dans sa version espagnole, avec suppression de l'Inquisition, dans sa version polonaise, dans sa version allemande, dans sa version hollandaise, dans sa version italienne. Vous voyez là véritablement, concrètement, l'action de Napoléon. Vous avez deux choses. Il y a soit sur le plan du grand capitaine, c'est évidemment cette accumulation de victoires, mais qui finalement n'a pas fondé un ordre durable. Et puis il y a probablement l'homme politique qui a été en Europe, je parle pour l'Europe, pas pour la France, qui est en Europe l'homme qui va faire circuler une partie des idées de la Révolution et en acte changer les lois, le code civil, changer la manière d'administrer, la centralisation, l'organisation pyramidale de l'administration. Donc là, il y a véritablement un acquis européen de Napoléon. On a quand même l'impression qu'au moins pendant qu'il est premier consul, jusqu'en 1804, donc, il n'est pas tout à fait fixé sur son ambition européenne et qu'il y a un moment, ça se voit dans l'exposition, où il peut passer comme étant l'homme qui stabilise la révolution à l'intérieur, l'homme qui va faire rétablir la paix en Europe. Donc vous voyez, là, il y a une hésitation. Évidemment, quand il est Napoléon dans l'Empire, il y a une ambition impériale complexe qui fait que peu à peu, là par contre, il va devenir un peu l'homme de la guerre, du conflit, et finalement celui qui ne pourra pas imposer durablement sa présence en Europe. Les Français, les Alliés encerclent et attaquent Paris, mais heureusement pour les Parisiens, le tsar notamment empêche ses troupes d'entrer dans Paris et la ville au pillage, qui aurait ravi les Cosaques, mais ce qui ne s'est pas fait. Et les Prussiens. Les Prussiens qui voulaient détruire notamment le fameux pont d'Iéna. Blücher était parmi les plus virulents et voulait vraiment, pas raser Paris, mais en tout cas faire payer aux Français l'humiliation subie en 1806. Donc on a ici un petit ensemble un peu insolite avec des pics de drapeaux aux armes de François II d'Autriche, donc pris pendant la campagne de 1805, donc on a vu en première salle. Donc des drapeaux qui
qui ont été détruits ici dans la cour d'honneur des Invalides, de peur d'être repris par leurs propriétaires, des drapeaux étrangers, des drapeaux autrichiens notamment. Donc il y avait un immense auto-da-fé, les piques sont restées, certaines ont été jetées à la Seine, d'autres ont été conservées. Parce qu'il était coutume, comme on le voit ici sur ce petit dessin, de détruire les emblèmes pour éviter qu'ils ne tombent entre les mains de l'ennemi. C'est très complexe, il y a le désir un peu, il y a toujours cette idée de Napoléon, mais là c'est à l'échelle française, c'est pas à l'échelle européenne, d'être l'homme de la synthèse entre l'Ancien Régime et la Révolution. Donc il n'est pas question qu'il revienne à l'Ancien Régime avec un titre de roi, mais il ne veut pas non plus de la partie la plus en mouvement, ce qui peut vouloir dire démocratique, ce qui peut vouloir dire aussi anarchique, les deux sont possibles. Donc, en voulant, d'une certaine manière, à la fois réconcilier, mais en même temps n'être ni l'Ancien Régime, ni la Révolution, il y a ce troisième choix qui se propose à lui, qui est l'Empire.